Et nous allons maintenant changer tout à fait de sujet pour parler du burn-out parental, une souffrance psychologique encore peu connue et reconnue et qui pourtant fait beaucoup de dégâts. On va en parler avec vous, Elisabeth de Gries. Vous êtes secrétaire nationale des mutualités chrétiennes. Vous avez commandé une étude sur la question. On parle de 5 à 8% de parents atteints de burn-out parental. C'est un chiffre énorme. Comment on est arrivé à ce chiffre ? Alors c'est un chiffre qui est basé sur toute une série d'études que l'UCL a menées ces dernières années, qui est aussi comparé avec des données qui commencent à exister au niveau international. Et donc voilà, c'est un chiffre qui concerne les parents qui sont en burn-out. Donc il y a encore des parents à risque. Là, on estime à 15% le nombre de parents à risque. De 5 à 8%, c'est les chiffres des parents vraiment épuisés. Ouais, donc 5 à 8%, c'est entre 150 et 210 000 parents. Marie-Hélène Brianda, bonsoir. Bonsoir. Difficile de dire pour ceux qui nous regardent maintenant, tiens, je suis peut-être en burn-out parental. Comment est-ce qu'on se rend compte à un moment donné que c'est le cas ? Mais en fait, le burn-out parental se manifeste à travers différentes facettes. Donc d'abord, les parents qui sont en burn-out ressentent un épuisement émotionnel et physique. Ils ont vraiment zéro énergie pour s'occuper de leurs enfants. La moindre petite chose au quotidien devient une montagne. Après, ils se sentent distanciés émotionnellement. Oui, ça veut dire quoi, distanciés émotionnellement ? Mais en fait, ce sont des parents qui assurent les routines, donc les trajets, la préparation des repas et tout ça, mais ils ne sont plus connectés émotionnellement à leurs enfants, c'est-à-dire que souvent, ces parents, ils n'arrivent plus à montrer à leurs enfants combien ils les aiment. Et donc cette prise en charge, cette reconnaissance, est-ce qu'elle est maintenant effective ou il reste encore du scepticisme ? Je pense qu'on peut vraiment dire que le burn-out parental est encore un tabou dans notre société. La maternité reste vraiment associée à des images de joie, de bonheur, d'épanouissement personnel. Et on ne dit pas suffisamment que c'est difficile, qu'on peut être fatigué. Et donc la prise en charge de burn-out parental commence à se faire. Et la collaboration qu'on a voulu mener avec l'UCL, c'est justement pouvoir travailler avec des professionnels à la sensibilisation et avec des parents épuisés sur des mécanismes de prise en charge pour voir justement quelle était la bonne manière de les accompagner et comment est-ce qu'on pouvait accompagner ces parents épuisés de manière efficace. Ouais. Alors ce burn-out parental, est-ce qu'à un moment donné, il peut amener à de la maltraitance ou pas ? Oui, en fait, parmi les conséquences, les graves conséquences du burn-out parental, il y a des conséquences sur les enfants, et notamment les comportements des négligences et des violences envers les enfants. Et alors, on parle plutôt des négligences émotionnelles et physiques, donc le fait de ne plus écouter son propre enfant, de ne plus être intéressé à ce qu'il nous raconte, ou de ne pas se préoccuper à qu'il soit bien habillé ou que la maison soit propre, etc. Et au niveau de la violence, on parle plutôt des violences verbales, beaucoup moins de violences physiques. Et donc le fait de se moquer de son enfant, de lui dire des choses qu'ensuite on regrette. Et donc vous dites que ça touche plus les femmes que les hommes, forcément, puisque les femmes ont encore plus la charge des enfants actuellement que les hommes. Et actuellement, elles ont encore le 65% de la charge des enfants, les mères, mais quand même, on parle de burn-out parental, et ça je le souligne, et pas de burn-out maternel, parce que c'est quand même aussi une condition des pères. Oui. Alors vous dites qu'il y a des facteurs aggravants, parfois si on a des problèmes de logement, si on a une situation financière compliquée, ça entraîne aussi des problèmes dans le couple, évidemment. Oui. C'est tous des phénomènes qui se conjuguent, en fait. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on ne parle pas forcément des causes du burn-out parental, mais on parle plutôt d'un phénomène d'accumulation. Et donc, il y a toute une série de facteurs de risques qui peuvent s'accumuler les uns les autres et qui font qu'à un moment donné, les parents n'ont plus des ressources suffisantes pour faire face à tous ces facteurs de risque qu'on appelle stresseurs de la parentalité. Oui, alors Elisabeth de Gries, cette prise en charge, on imagine qu'elle doit être multiple. Elle peut prendre quelle forme, la prise en charge du burn-out parental ? Alors, effectivement, elle est multiple. Et donc, nous, on table sur la prévention. Donc, mettre le sujet à l'ordre du jour, que ce soit politique, que ce soit sur la place publique, comme on le fait maintenant avec vous. Rencontrer les parents, discuter. Et avec l'UCL, l'objet de l'étude maintenant, a visé à mettre en place 2 types d'accompagnement différents. Un premier type d'accompagnement articulé autour de groupes de parole, où la parole était libre, accompagnée par des psychologues spécialisés qui aidaient les parents à pouvoir s'exprimer et pouvoir déposer.
et un autre type de groupe plus structuré, où le psychologue prenait vraiment un rôle d'accompagnement et d'organisation des 2 heures qui étaient dédicacées à ça, avec une thématique, en amenant des aspects un petit peu plus théoriques, des trucs et astuces. Et donc ces 2 types d'accompagnement différents se sont faits avec 14 groupes pendant 8 séances. Et donc il y a eu des résultats, mais on va essayer de détailler. Alors en groupe de parole, c'est quoi? C'est simplement libérer sa parole à un moment donné pour pouvoir se soulager? Alors, le groupe des paroles propose, c'est toujours en 8 séances. À chaque séance, on propose des thématiques qui sont liées au burn-out parental, mais on laisse libre les parents de s'exprimer autour de cette thématique. Donc, puis les psychologues adaptent la structure de la séance en fonction de ce qui émerge par les parents. Donc, c'est tous synchronisé sur les besoins des parents. Oui, et puis il y a un groupe plus structuré, hein, vous le disiez, où là, effectivement, on est épaulé par un psychologue. Quel conseil est-ce qu'on donne à ces parents pour qu'ils puissent se libérer de cette souffrance? Mais donc on va travailler sur plusieurs facteurs de risque, notamment sur des facteurs personnels. Donc on va travailler par exemple sur le perfectionnisme parental, qui est un facteur de risque très important du burn-out parental. Et donc on conseille à ces parents de baisser un peu les attentes qu'ils se posent. Et d'être capable de faire avec leur propre situation. Donc de prendre toutes les pressions qui arrivent de la société, la pression à être un parent parfait, les pressions sociales, et d'essayer de s'approprier, mais dans leur quotidien, dans leur situation. Ouais. Et donc on voit l'importance de la parole, en tout cas dans tout ce processus. Vous avez aussi pu analyser les résultats que ça donne. Oui. Est-ce que ces résultats vous ont donné de l'espoir sur la prise en charge de cette souffrance? Oui, absolument. Ce sont des résultats. On a observé des effets vraiment énormes, on va dire, parce que les prises en charge, on observe une réduction jusqu'à 38% de symptômes du burn-out parental. Pas seulement, et ce ne sont pas seulement des effets tout de suite après l'accompagnement, mais ce sont des effets qui se maintiennent sur le long terme, parce qu'on a un protocole d'évaluation 3 mois après la fin de l'accompagnement. Et tout comme la diminution des comportements de négligence et des violences, du coup, je pense qu'on est dans la bonne voie. Et là, maintenant, on essaye d'avancer encore dans la recherche pour trouver vraiment, améliorer sans cesse ces dispositifs. Oui, clairement, on ne soigne pas ça avec des médicaments, quoi, si j'ai bien compris. C'est vraiment la parole libératrice. Ben, dans le cas qu'on a choisi de travailler, effectivement, je pense qu'un élément important, j'avais envie de revenir dessus, c'est que ces parents, dans ces groupes de parole, qu'ils soient libres ou structurés, disent « ça fait du bien de me rendre compte que je ne suis pas le seul ». Et parfois, ils ont vraiment le sentiment d'être seuls avec leur souffrance, leur débordement, leur épuisement. Et rien que de se rendre compte qu'on n'est pas seul, d'échanger avec d'autres parents et de pouvoir mettre un trait d'humour, ça fait déjà du bien. Alors effectivement, on ne soigne pas ça avec des médicaments. Ceci étant, ce n'est pas exclu que pour certains parents, l'accompagnement doit se poursuivre après avec d'autres types d'accompagnement. Mais la prévention, et je pense vraiment que le travail le plus tôt possible et la prise en charge le plus tôt possible, c'est vraiment important. Oui, je voulais dire juste que c'est vraiment la raison pour laquelle on a adopté un dispositif de groupe de prise en charge. Donc, on a fait l'hypothèse au départ que le groupe pouvait être déjà une source de soulagement et de normalisation de la souffrance pour des parents qui se sentent le seul mauvais père et la seule mauvaise mère du monde, alors que se retrouver tout d'un coup entouré d'autres 10 parents qui racontent exactement les mêmes choses, c'est déjà épaisant. Oui, alors là, on est quand même dans un dispositif qui est assez long. Vous parlez de 8 séances, hein, c'est ça? Donc on est quand même effectivement dans un dispositif d'une prise en charge qui est assez long. Est-ce que financièrement, c'est soutenable pour les personnes qui aujourd'hui se retrouvent confrontées à ce type de difficultés? Alors dans le cas qui nous occupe maintenant, on est vraiment sur une articulation de la recherche de l'UCL avec le volet prévention de la mutualité chrétienne. Et donc, jusqu'à présent, ce sont des séances qui sont gratuites. C'est des groupes de travail qui sont offerts aux parents, des groupes d'accompagnement qui sont offerts aux parents. Et les conférences qu'on a pu donner pour les professionnels en 2018 étaient des séances d'information. En 2019, le travail va se poursuivre, donc on va réouvrir des groupes pour parents épuisés selon le même processus, donc c'est-à-dire gratuit. L'inscription se fait en ligne sur le site internet de la mutualité, mc.be. Et pour les professionnels, par contre, on va donner des formations certifiées. Et donc là, c'est vraiment des formations pour les professionnels qui sont beaucoup plus spécifiques. J'imagine que derrière ça, vous lancez l'opération, donc effectivement, il y a une disposition qui vous permet la gratuité à la base. À terme, c'est un message politique que vous donnez pour la prise en charge de cette souffrance. Donc la mutualité chrétienne, effectivement,
insiste et plaide pour un meilleur remboursement au niveau de l'INAMI, donc au niveau fédéral. Et aujourd'hui, il n'y a rien de prévu aujourd'hui, ou il y a certaines choses de prévues? Donc il y a aujourd'hui certaines choses qui sont prévues. Il y a un remboursement pour 8 séances de psychothérapie de première ligne, mais les budgets dégagés ne sont pas suffisants pour que ça puisse servir à un maximum de gens. Et on pense qu'il faut vraiment rembourser un maximum les séances spécifiques liées au burn-out parental et augmenter les remboursements en psychologie. Et tout l'accompagnement en santé mentale, c'est vraiment aujourd'hui une priorité de la Mutualité chrétienne. Alors vous parliez de formation, donc oui. Pour les professionnels. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui un besoin de conscientisation sur le burn-out parental ? Oui, moi je dirais il faut informer surtout aussi les professionnels qui s'occupent des parents en première ligne aussi. Et donc par exemple du personnel de crèche ou des instituteurs ou assistants sociaux, médecins généralistes, tous ceux qui s'occupent de près ou de loin des parents pour qu'ils puissent reconnaître s'il y a des symptômes du burn-out parental et pour qu'ils puissent réorienter vers des prises en charge spécifiques. Et du coup, on fait des formations de 2 jours pour tous ces professionnels et puis des formations plus détaillées réservées aux psychologues, aux psychothérapeutes pour aller vraiment plus loin dans la prise en charge du burn-out parental. Merci en tout cas pour toutes ces explications sur ce phénomène du burn-out parental qui devient en tout cas de plus en plus connu. C'est le message que vous nous avez fait passer aujourd'hui.